C'est parti. Donc déjà, Daniel, je suis très heureux de faire cette interview avec toi. Parce Merci, merci, merci. Moi que aussi, tu es un pareillement. expert talent réputé dans le microcosme bordelais, même si tu ne l'avoueras pas. Ah, si tu veux, ouais, si tu veux, ouais, ça fait quelques années, disons que je suis italien, ouais, la BI en général, ouais. Est-ce que tu peux du coup te présenter brièvement sur ton parcours et ce qui fait que tu en es arrivé jusque-là aujourd'hui? Ben écoute, Daniel, donc je suis indépendant depuis quelques temps. Avant, j'étais consultant BI depuis presque 20 ans maintenant déjà. Donc voilà, je suis tombé dans la BI quand j'étais petit et qui parle de BI, donc Business Intelligence ou Data, parle souvent de transfert de données. Donc l'ETL est une partie intégrante de mon métier. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai travaillé pas mal sur Talent. D'autres, historiquement aussi, mais c'est vrai que Talent a pris pas mal le pas ces dernières années dans mon activité maintenant. Et donc voilà, j'ai différents clients. J'ai un actif là, deux clients tout le temps, un petit peu plus gros, qui s'appelle Bordeaux Métropole pour tout vous dire, et d'autres NEMA, d'autres petits clients à droite à gauche qui me permettent de faire des choses plus intéressantes, de pouvoir les aider de manière concrète et directe sur des petites questions sur les sujets ETL ou BI en général. Mhm. Voilà, donc talent en priorité. Voilà, je pense avoir fini. Ok, merci. Sur la présentation, je ne sais pas si tu veux du détail. Non, c'est top, merci. Ouais. Non, mais ça, l'idée, c'est d'avoir un rapide aperçu de ton parcours. Et ça donne chaud à des raisons pour lesquelles j'ai souhaité faire cette interview parce que je sais que tu auras plusieurs comme ça retours à faire. Des retours, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est des trucs concrets et d'expérience. On n'est pas sur de la théorie, on a des trucs Ça que marche, des clients t'inquiète. utilisent. Et tiens, si on peut commencer par une petite anecdote, si ça te va, si il y a quelque chose qui te vient en tête. Mais c'est quoi je sais pas, l'expérience la plus inattendue ou le plus grand défi que tu as rencontré dans ta carrière jusqu'à présent? Le plus grand défi que j'ai rencontré dans ma carrière, je dirais de passer à une seule semaine sur 5 projets complètement différents, avec 5 clients, de passer d'une petite entreprise à deux développeurs un développeur talent, même pour tout te dire, il est tout seul, le gars, au nord-est de la France, le lundi, à finir à travailler avec un gros client qui a 2000 personnes derrière et peut-être une vingtaine de job talent, tout ça en une semaine. Donc ça, c'est un défi parce que quand on parle de BI, quand on parle de tel, il y a toujours des normes de développement, je travaille là-dessus, mais elles sont toujours différentes et donc tu bascules d'un client à l'autre client. Mais voilà, chaque jour. Et je peux t'assurer que voilà, ça c'est un gros défi. Ça aurait pu être de la volumétrie, comme on aurait pu dire de non. Arriver à charger 12 millions de lignes en 10 minutes, ça m'est arrivé pour de réglementation. Mais non, je pense que c'est surtout basculer d'un projet à l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis plutôt content d'être indépendant et de faire ce métier, parce que j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent, qui travaillent là-dedans, ont la possibilité d'aller voir à droite à gauche ce qui se passe, parce que c'est toujours intéressant de basculer Mhm. de l'un à l'autre. Mhm. Mhm. Voilà, donc pas de concret, je suis désolé. Non, mais Sur le coup, j'aurais pu charger 12 millions de lignes avec Talend. oh, ah non, elle est pas mal cette anecdote déjà. C'est clair, parce que là, on est plus dans le vie ma vie, vie ma vie de C'est ça, consultant expert, c'est de c'est devoir ça, c'est ça, basculer c'est comme ça. ça. Non, elle est très bien. Et selon toi, si on dézoome un peu et si on regarde sur les dernières années, selon toi, c'est quoi les principales évolutions qu'il y a eu dans le domaine de l'intégration de données? Alors, il y en a eu pas mal. Il y a eu surtout l'arrivée, maintenant, on va dire, il y a deux modes de fonctionnement, en fait, en BI, maintenant, je pense. Il y a la BI traditionnelle qui fonctionne chez les entreprises qui n'ont pas besoin trop de cloud, qui n'ont pas besoin d'opérationnel. Donc, ça, c'est toute la data. Et les autres entreprises qui pensent vraiment temps réel avec de l'ESB, avec des passages API, etc., etc., c'est vraiment beaucoup développé ces derniers temps pour pouvoir répondre aux. Il y a 10 ans, on va dire vraiment le ESB, le temps réel, enfin en tout cas pour moi, mais ça s'est pas mal accéléré. Ça a commencé pour des cas concrets, entre guillemets, l'activation de ligne mobile où il faut répondre de suite à une personne si oui ou non on l'active. Et maintenant, en fait, ça marche un petit peu partout. Donc, il y a la liste, il y a une gestion de liste de priorités, etc., qui sont apparues dans le monde de la data, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Après, il y a une autre partie, c'est la volumétrie.
Avant, en fait, on récupérait les données qui étaient issues de bases de données classiques, de son ERP, etc., etc. Maintenant, en fait, on est capable d'aller chercher, grâce à Internet, grâce à toutes les données, les open data et tout ça, toutes les données disponibles proposées par n'importe quelle autre entreprise, que ce soit la SNCF, que ce soit l'INSEE, que ce soit la météo. Il y a énormément de données open data qui peuvent être utilisées. Donc, ces données-là, en fait, ça a impliqué un changement de dimension. Et donc, c'est vrai qu'on a ces éléments-là qui ont pas mal évolué ces dernières années. Donc, c'est un résumé, la volumétrie et le temps réel. Hmm. Honnêtement, quand on demande à un client, avez-vous besoin du temps réel? Il vous dira toujours oui. Avez-vous de grosses volumétries? Ah oui, 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 on veut tout historiser. Mon expérience sur le sujet me fait dire que c'est pas toujours vrai. Hmm. Il faut savoir en fait vraiment réfléchir avant. Est-ce que on a besoin d'historiser l'ensemble des données? Est-ce qu'on a besoin de récupérer tout ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin du temps réel? Ça a un coût d'infrastructure, ça a un coût d'accès à la donnée, ça a un coût. Il y a énormément de coûts associés à ça. Et des fois, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne suis pas sûr. Hmm. En tout cas, c'est une analyse à faire quand on commence un projet, que ce soit BI ou un projet de stockage de données même, savoir de quoi on a besoin. Voilà. Sachant que ça engendre quand même des coûts derrière. Donc, Hmm. voilà. Ok, ok, merci. Ouais. Et si maintenant on zoome un peu plus et qu'on s'intéresse notamment à Talend comme ETL, selon toi, c'est quoi les principes fondamentaux que tout professionnel qui utilise cette ETL devrait connaître? ETL, tu as bien résumé, même si on verra, si on pourrait montrer que Talend c'est un ELT, il faut bien se dire que Talend c'est un ETL. Et ça, c'est une notion qui n'est pas toujours comprise par l'ensemble des développeurs. Qu'est-ce que c'est un ETL? C'est-à-dire qu'on extrait les données d'un endroit, donc on va dire le plus fréquemment, ça sera un fichier plat, une base de données ou une API. Donc ça, c'est l'extraction. Après, on va les charger, en fait. Ça va être chargé dans le moteur de Talend, donc ça va être la transformation. Et ça veut dire que c'est le moteur de Talend qui travaille. Donc ça va utiliser énormément de la RAM. Donc ça, c'est le T. Et le L, c'est le load. On va charger les données où? On va les charger en base de données, on va les charger sur un fichier, on va faire ce qu'on veut, enfin, soit ça sera ça. Mais voilà, donc Talend, c'est un ETL, ce n'est pas un ELT. Et la différence, en fait, avec un ELT, c'est que un ELT, en fait, on va extraire les données et en fait, on va les charger et c'est le moteur de la cible. Le plus souvent, ça peut être extraction, mais c'est très rare. Enfin, c'est qui va transformer les données. Donc, c'est extraction, loading, transformation. Mais ça veut dire qu'en fait, ce serait plus Talend qui ferait le travail, mais ce serait la base de données cible qui travaillerait. Et là, en fait, on cherche complètement de mode de fonctionnement. Donc voilà, c'est vraiment le point principal, c'est que Talend, c'est un ETL et non un ELT. Voilà. T'as un exemple? T'as un exemple pour illustrer ça? Un exemple d'un cas d'usage où on va faire un ELT et dans l'autre un Alors, ETL? avec Talend, il y a les composants qui s'appellent ELT, pardon, alors, je ne vais pas y arriver, les composants qui s'appellent TELT map et TELT input et TELT output. Je vous invite en fait un petit peu à la regarder. Lui, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va faire un input. Alors, il ne fait pas d'extraction en vrai. Il ne sait pas le faire, Talend, j'avoue. Mais on charge les données de manière toute simple à la base et puis après, en fait, il va créer un script SQL. Il va faire Ah, concrètement, il va pas charger les données, il va juste faire insert into ou update ou merge, ce que vous voulez, dans la base pour intégrer les données. Alors qu'en fait, si vous chargez les données, si vous faites un ETL standard, ben en fait, il va vraiment faire le select, il va les mettre en mémoire. Donc, vous allez voir votre PC, si vous l'exécutez en local sur votre Talend Studio, la mémoire va augmenter pour qu'il va charger les données. C'est de la théorie, parce qu'en fait, Talend, il fait du ligne par ligne, donc il ne cherche pas, sauf si on fait du lookup, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et après, en fait, il va charger, en gros, en faisant juste un insert ligne par ligne d'un site. Donc, en fait, dans le LT, on va faire un seul insert qui va intégrer des millions de lignes, insert into select étoile from. De l'autre côté, on va faire juste insert into la table, insert into la table, insert into la table, autant de fois qu'il y a de lignes, sachant qu'il peut aussi marcher par l'eau, sans rentrer dans les détails de ça, mais le principe général c'est ça en fait. Donc c'est vraiment d'un côté, pour insérer une ligne, si c'est le moteur SQL qui marche, on va travailler avec le script SQL, donc c'est insert into select généré par la base de données cible.
Si c'est un ETL, ben, en fait, il va juste faire la structure SQL qui aura pas le choix, c'est-à-dire le minimum, c'est insert into, mais c'est tout, ligne par ligne. Il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de upper, de lower, de ce que vous voulez. Alors qu'en fait, sur le LTMap, ce sera bien tout tout le script SQL qui sera à lancer. Voilà, je ne sais pas si c'est assez concret pour toi, c'est Ah, beaucoup de carrément. théorie, Ouais. mais, euh, mais voilà. Voilà Ok, ce qu'on peut dire. ok, ok, super. Ouais, bah, top, merci beaucoup. Et est-ce que tu as un exemple, t'aurais un exemple concret d'application d'un de ces principes, justement, que tu as appliqué entre du coup ETL et ELT dans un projet récent, ou pas récent d'ailleurs? Alors ouais, j'ai un projet récent qui s'appelle, enfin récent, ça n'est pas trop récent d'ailleurs, mais j'ai un LT là-dessus. Alors je peux pas faire la démo parce que je peux pas vous montrer Bien l'écran sûr. du client, mais juste vous raconter l'impact. Donc c'était pour Caterpillar en fait, c'était sympa. Ils nous demandaient d'envoyer tous les jours la liste des commandes, des factures, des devis, toutes les commandes passées en fait par un concessionnaire pour lequel je travaillais. Mais il y avait quand même beaucoup de lignes. Il y avait les produits, etc., etc. Le problème, c'est que tout pouvait changer. Les commandes en cours pouvaient changer, les devis pouvaient changer, et on avait, en fait, c'était pour alimenter indirectement son data warehouse. Il y avait des centaines de colonnes, et il fallait renvoyer que le différentiel chaque jour. Donc, faire ça en ETL, c'est-à-dire on charge les données, on va charger le petit transform, on va faire un différent, on va faire un minus, etc., etc., etc. Ça devenait très vite compliqué. Donc, en fait, ce qui a été décidé de faire, c'était en gros, et sachant qu'on a une grosse contrainte, c'est qu'on ne pouvait pas savoir sur un système source ce qui avait pu être modifié. Mm, mm. Donc, si on savait qu'une devis avait été modifiée, ça aurait été très simple. Sauf que là, en fait, on avait potentiellement plusieurs millions de devis modifiés par jour, même si Ouais. c'était loin d'être le cas. Mais on ne pouvait pas le savoir, c'était une grosse contrainte de la source. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on chargeait les données. De toute façon, il y avait des traitements de charger les données. Et puis, en fait, après, on allait faire on préparait juste les données en insert dans lesquelles on avait. Et puis après, c'était tout le SQL qui faisait ça. C'est-à-dire qu'on faisait insert into avec un système on faisait un système comment on appelle ça, de checksum. Je suis désolé. En fait, une ligne, Ouais. c'est comme pour votre photo. Vous savez, vous avez une photo, elle a un identifiant, ce qui permet de savoir si la photo a été modifiée. C'est un ensemble de pixels, et si vous faites la somme de pixels, ça vous donne un chiffre qui est long, qui est long comme un bras, là, avec 32 caractères. Et ça vous donne une possibilité. Donc, avec ce système-là, tout en se basant sur le base de données qui était SQL Server, on est arrivé à faire juste, je veux toutes les lignes qui ont un checksum différent de l'autre, et après on insérait tout, hop, on insérait dans un seul coup le million de lignes ou le million de lignes qui étaient nécessaires à envoyer à Caterpillar. Donc on est passé d'un temps de 5-6 heures de traitement classique en ETL à juste recharger les données, paf, voilà, très vite dans la base de données, et puis après, tout en SQL, on compare tout ça et ça fait l'insert à un seul coup. Donc en fait, on est passé de 5 heures à une quinzaine de minutes, je crois, par jour, ou 16 minutes, parce qu'on avait énormément de lignes à traiter. C'est très compliqué de les monter sur Talend avec des lookup words, c'était invisageable à part d'avoir une machine qui fasse 128 Go de RAM, sans compter le temps que c'était. Donc on a fait tout ça en SQL, tout en gardant des normes de lisibilité claire pour pas mettre un gros script SQL de 800 lignes en dur dans un composant, et juste en fait des petits composants graphiques faciles à retrouver, faciles à maintenir pour modifier une petite partie Ouais. du script. Voilà. Et Voilà, comment voilà. vous avez géré les inserts ou les updates? Alors non, parce qu'en fait, il faut savoir, on ne fait que des inserts. En D'accord. fait, il a été demandé, le client nous demandait d'insérer toutes les lignes à chaque jour. Ok. On doit Ah, pouvoir justifier toutes les lignes qu'on a envoyées précédemment. Donc, ok. et on peut nous demander, ouais, je ne comprends pas, le 28 mars dernier, qu'est-ce que vous avez envoyé? Le 28 mars dernier, ou alors, quel est le dernier envoi de cette facture-là? Et nous, en fait, on était censé pouvoir justifier rapidement, voilà, le nombre de fois qu'on vous a envoyé cette facture, le nombre de fois qu'on vous a envoyé cette commande, euh, en SQL. On avait les fichiers, mais c'est très difficile de chercher dans les fichiers plats. Alors après, on peut utiliser, à la limite, voilà, notre plus si vous voulez, en faisant rechercher dans les fichiers, mais c'est du gros bricolage. Ouais. Donc, en fait, on était obligé de en fait, on insérait dans la base que les lignes qui étaient
qui était modifié. Donc l'insertion était faible au final parce qu'on arrivait à faire le différentiel. Par contre, en source, le select qu'on avait, c'était des millions de lignes Ouais, à c'est, l'entrée ouais. et des millions de lignes par rapport à ce qu'on avait déjà envoyé. Donc là, Talend, il n'a pas fait de miracle non plus. Il y a toute une structure des tables, il y a toute une structure de la base de données. Il faut bien indexer les tables, il faut bien clusteriser les tables, il faut bien les partitionner pour arriver à que ce soit assez performant. Mais voilà, ça c'est un jeu entre la base de données et le LT sur ce coup-là. Ouais. Ça, c'est vraiment un jeu entre les deux. Et c'est souvent qu'on joue. On ne peut pas dire un traitement c'est très rare qu'on arrivera à optimiser le traitement en regardant que d'un seul côté. Il y aura toujours, en fait, dans ETL, il y a extraction, transformation, chargement. Ben, il y a toujours le T, le transformation. Voilà. Donc ça va remettre le cœur de l'ETL. Mais par contre, pour l'extraction et le chargement, il y a toujours des choses à faire. Donc, si Mm. c'est une base de données, ben, il faudra mettre les tables dans le bon endroit, il faudra mettre des annexes au bon endroit, il faudra les structurer au bon endroit. En BI, c'est indispensable de structurer les données au bon endroit. Côté applicatif, je présume que c'est la même chose, mais c'est pas mon métier. Donc, je laisse faire les développeurs modéliser leur base de développement comme ils Ouais. souhaitent. Mais moi, je travaille sur la partie data et la partie stockage de données. Donc, sur cette partie-là, je peux être plus performant. Mais en tout cas, il y a souvent des actions à mener à plusieurs endroits. En cas de perf, si je dévie un petit peu, je vais un petit peu plus loin, Justement, peut-être. Mais bah, ça m'intéresse. oui. Justement, on peut développer ce point, hein, donc tu dis. Et donc, c'est quoi ces choses indispensables, tu dis, dont tu as parlé d'index, tu as parlé de. Il y a partitionnement, il y a le type d'index, il y en a plusieurs, unique, non unique, clusterisé, non clusterisé. Il y Ouais. a aussi, si on ajoute de l'accès à la donnée, c'est-à-dire de l'accès à la donnée, mais ça, c'est un autre souci. Non, non, côté performance, pour moi, c'est surtout base de données et voilà. Ok. Structuration de la base et savoir qu'est-ce qu'on fait marcher. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait plus marcher le moteur ETL ou est-ce qu'on fait marcher plus le moteur de base de données. Le Ouais. plus rapide, je ne vais pas te cacher, 80 fois sur 100, c'est le moteur. Si tu fais marcher le moteur de base de données, sera souvent plus rapide Ouais. que l'extraction faite en ETL. Mm. Mais en termes de maintenance, derrière, pour la lisibilité du code et tout ça, il faut essayer de trouver un équivalent. Il faut essayer de trouver Un équilibre. un compromis en fait Ouais. entre maintenabilité et performance. Ouais. Après, à des gros traitements, mais souvent ça finira par en gros, je charge les données, puis après je travaille beaucoup en SQL, il faut pareil. Et c'est ce qui a été fait sur ce projet-là. Mm. Afin d'insérer très vite les données et de savoir quelles sont les données à intégrer très vite, bah, ça c'est avec SQL, hein, et pas photo. Ça sera Mm. toujours plus performant que tel qu'un outil externe. Par contre, il faut bien structurer la table. Non, c'est surtout ça. Après. Et après, il y a l'ordonnancement. Oui, c'est tout bête aussi. Pourquoi un job peut ramer? Ben, c'est tout bête. Des fois, il y a des jobs qui durent 1 heure et demie. C'est parce qu'en fait, il y a un autre traitement qui tourne en même temps. Donc, c'est sûr que si on ne gère pas la notion de transaction, de log, de no-log, etc., ben, votre job, il peut être vite très, 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 très lent. Et ça, c'est clair que des cas concrets comme ça, on m'appelle de temps en temps et j'ai des cas d'optimisation. Et moi, je me dis, mais l'optimisation, c'est un travail je ne vais pas dire de tous les jours, mais de toutes les semaines ou tous les mois. Ouais. Si on attend que tout déborde, c'est trop tard. C'est comme une piscine. Quand ça commence à déborder, ça déborde de tous les côtés à la fois, quoi. Mais en fait, il faut contrôler pourquoi chaque semaine, chaque mois, et c'est au moins chaque mois, voir les traitements s'ils n'augmentent pas en Mm. durée et essayer Mm. de les Et, optimiser au fur et à mesure. et comment tu gères ça, du coup? Ça m'intéresse aussi, cette notion de concurrence, de transaction concurrentielle avec des no-logs. Comment tu fais? Ça, c'est quoi tes bonnes Ah là, pratiques, ça, toi, du alors coup? là, des bonnes pratiques? Ah là, non, Ouais. ce n'est pas des bonnes pratiques. Et là, ça dépendra vraiment le cas. Alors, chez Ouais. des clients, ça dépendra de la criticité des données, ça dépendra si le fonctionnement général. Vraiment, là, il n'y a pas de cas. Moi, j'évite personnellement de faire des dirty reads, c'est-à-dire en fait de dire je Des mets un no-logs? no-log parce que le Ouais. serveur ou je Ouais. mets un transaction, je ne sais même plus comment ça s'appelle, le mode de transaction dirty read, oui, voilà, sur n'importe quelle autre base, ça existe. Par défaut, j'évite de faire ça parce que j'aime pas remonter des données qui ne sont pas validées. C'est Euh, Discount, c'était la norme. C'était ouais, notre norme. ouais, après ça, C'était. quand tu sais ça, tu ne vas pas travailler de la même manière. Ouais, d'accord. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Il Ouais. faut juste partir à l'esprit que tu peux récupérer les données sales, entre guillemets. Ouais. Voilà. Moi, j'évite de faire comme ça. Ça veut pas dire que je n'utilise pas du tout.
quand je vais chercher je dois aller chercher les données qui sont dans le système de prod, que le système de prod, il est tout le temps occupé parce qu'on crée des commandes toutes les secondes et que ça fatigue le système de prod. Ben, moi, je préfère prendre des données sales. Il faut juste que je le sache. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que je vais mettre à jour, je vais chercher toutes les données depuis la dernière date de chargement, je vais peut-être chercher pendant 5 jours les données des 5 derniers jours. Parce que je sais que quand il y a une facture, elle est peut-être fausse. Et je sais que pire, quand même, une facture qui a été créée, peut-être qu'elle n'a pas été créée parce qu'elle a été rollbackée avant même que j'ai récupéré. Donc, dans ces cas-là, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais qu'il me faut gérer la notion de delete parce que peut-être qu'en fait, depuis hier, elle a été supprimée, ma Ouais. facture. Enfin, elle n'a pas été supprimée. C'est qu'au final, elle n'a jamais été créée. Mais moi, en BI, j'ai réussi à remonter. Mm. Donc voilà, c'est juste un mode de fonctionnement différent. Qu'est-ce que je préconise là-dessus? Franchement, c'est vraiment du cas par cas. Ok. Euh, Ok. voilà, c'est vraiment du cas par cas. En compta, alors là, jamais de log. La compta, si tu commences à mettre des données non validées par nos amis comptables, Ouais. ils nous tuent. Donc jamais. Si c'est des données logistiques, si c'est des choses comme ça, pour les stats, tu peux te le permettre. Ouais. Ok. Voilà. Donc, ça vraiment, c'est à étudier. Ok. Ok. Bah, merci beaucoup ouais, pour tout ce partage, beaucoup de valeur dans tous ces conseils, ces retours. Et si maintenant on passe à la partie un peu plus pratique et démo, donc il y a un sujet que tu souhaitais, qu'on a préparé avant, que tu souhaitais du coup aborder aujourd'hui. Je te laisse déjà aborder ce sujet et ensuite qu'on puisse du coup voir ensemble la bonne pratique, la démo. Ouais. Ben alors en fait, tu m'as posé une colle. Je dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur montrer. Donc là, on parle de talent. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur montrer comme petit tips talent. Et il y a pas longtemps, j'étais chez un client. J'avais jamais travaillé pour lui. Mais c'était pour un petit atelier avec une nouvelle utilisatrice. Et je lui dis, ouais, ben, tu connais les logs? Il me dit, ouais, ouais, je log tout, moi, et tout. Je m'embête pas. Je sais le traitement quand est-ce qu'il démarre, quand est-ce qu'il démarre. Donc, il mettait des petits Java, tes Java, il mettait inséré dans une base de données, etc., etc., etc. Et je lui dis, mais t'as Ouais. pas entendu parler des talent logs? Et sa réponse, que j'ai entendu souvent, justement, oula, mais ça, c'est pourri, il faut pas utiliser. Je dis, tiens, pourquoi il faut pas utiliser? Ben, parce que ça pourrit tout, ça peut faire planter le job, etc., etc. Et puis, c'est pourri, quoi, il faut pas, bout, c'est le mal absolu. Je lui dis, c'est bizarre parce que moi, ça marche très bien. Et cette réaction-là, en fait, je l'ai souvent eue. Euh, Effectivement, Talend, il y a sur la version 4, on va dire, ou 3, je ne sais pas connu la 3, donc c'est la 4. Il y avait des petits bugs sur la partie stat and log, mais surtout le bug là où il était, c'était la méconnaissance par les développeurs du fonctionnement des stats. Mm, mm, mm. Donc effectivement, il y a des endroits où il ne faut pas mettre du monitoring, on en parlera dans quelques secondes, mais c'est tout, il faut juste comprendre comment ça marche. Après, Talent propose un outil de log qui n'est pas activé par défaut, mais qui est pour moi indispensable quand on installe un projet Talent. Alors là, que ce soit sur la version Talent OpenStudio qui marche et j'espère qu'il sera bien reprise par un autre éditeur, ou que ce soit sur la version Talent Cloud ou autre. Donc, tu m'as demandé de faire une petite démo et je vais vous montrer. Donc maintenant, sur un petit projet de formation, le job va être très très rapide. Il ne va pas être très compliqué à prendre en main pour vous. Je vais vous l'expliquer. Hop, donc tu me dis quand est-ce que tu vois mon écran. Normalement, ça va être bon. Donc voilà, je vous ai juste préparé un petit job Pour l'instant, je vois vous rien. allez voir, Pour il l'instant, est je vois blanc, rien. c'est ça là. Ouais, je Non, vais je vous vois dire rien. le job. Non, je vois Hop. toujours ta caméra. Alors, j'ai pas dû valider. Et excuse-moi. Ah oui, j'ai pas fait autoriser. Donc c'est sûr Là, c'est bon. que ça Ça va pas arrive. marcher. Ah voilà. Ah, la technologie, la technologie. Yes, c'est Alors bon. voilà, donc vous voyez, le job va être très compliqué. Le principe, voilà, le job, il y a un pré-job, j'aime bien mettre ça c'est juste un petit truc que j'aime bien. Hop, attendez. Alors je suis désolé, je suis sur mon portable pour être bien en face de vous sur la caméra, mais sur un bug de talent, il ne faut pas travailler dessus avec un portable. Voilà, c'est un petit peu petit. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai un petit pré-job. Alors j'aime bien moi d'aller pré-job, mettre coucou, je me lance. Donc voilà, tout le temps, lancement de job plus username. À la fin, je mets toujours coucou, j'ai fini. Voilà. Ouais. Je mets les connexions basonnées, là, il n'y en a pas, je les fais moches. Après, on parlera de cette partie-là aussi. Donc, mon job, à quoi consiste-t-il? Je vais chercher sur une API, alors je ne sais plus laquelle que j'ai mis en contexte, donc je crois que c'est sur l'INSEE ou sur api.gouv.fr qui propose des petites communes, qui proposent pas mal d'API Open Data.
Donc là, c'est un petit API qui, c'est même, je ne sais plus l'API, et qui renvoie la liste des communes, en fait, tout simplement, en leur disant Ok. le nombre d'habitants qu'elle avait. Donc là, j'ai mon petit fichier, que je charge mon input, je charge mon petit fichier, je filtre je vais filtrer des lignes par rapport à une population qui n'est pas nulle. Voilà, je veux que les véhicules de population. J'ai un petit EMAP, je vous le présente rapidement, excusez-moi, hop, où je vais prendre, je vais sélectionner juste celles qui ont une population minimum pour pas avoir toutes les lignes. Je les affiche, hop, voilà, dans la log, et je l'insère dans une petite table finale. Donc sur une base MySQL sur laquelle j'ai lancé que de la SQL normalement. Donc voilà. Donc là, j'ai mon job qui est tout simple et j'ai activé au niveau des projets. Alors, modifier les paramètres du projet, je vous montre ça très vite. J'ai activé au niveau du projet les statistiques, les logs, les volumes, voilà, et en mettant le nom de table, donc talent, une table que je nomme talent stat, talent log, talent mesure sur une connexion. Ça s'appelle, donc là, c'est sur MySQL, ce local, mais on peut prendre bien évidemment toutes les bases gérées par Talend. On peut même générer ça au niveau de fichiers, etc. Donc ça peut être pas mal si vous faites mince, je me souviens plus du nom, qui intègre les fichiers. Une liste de tentes. Ah là là, mais c'est pas vrai. Des Log4j ou des choses comme ça. Enfin bref, on peut très bien générer un fichier par ligne si vous l'intégrer des domaines plus sur Elasticsearch ou des choses comme ça. Ok. Là, moi, je vais faire mon domaine traditionnel, mais sinon, ça le fait très bien. Donc voilà, là, voilà, vous connaissez, je vais lancer, donc je vais lancer ça sur n'importe quoi, de toute façon, j'ai construit un environnement, en fait. Mais bref, hop, je vais lancer mon petit job. Et là, juste, j'ai activé les stats, et voilà, donc je lui dis, c'est là-dessus. C'est sur une petite base talent log où je n'ai à ce jour aucune table. Là, je viens de lancer le job, vous allez voir. Hop, donc là, je suis désolé, c'est long, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est très bien, je lance. Donc pour le moment, j'ai rien nulle part. Vous voyez, il se lance son job. Donc là, il va extraire 33 000 lignes. Hop, j'ai Ok. un filtre, il me reste 130 et j'insère 130 lignes. Donc si je vais rapidement dans ma table data, là, normalement, je dois avoir une petite data liste commune où j'ai 130 lignes ou qui tralala. Non, parce que je fais un insert, je fais pas un machin, mais j'ai bien ma table data. Et là, vous voyez, dans Talano, que j'avais rien. Et maintenant que j'ai lancé ce job, pour la première fois, et en fait, oh, mais qu'est-ce que j'ai? Ah, mais j'ai des tables. J'ai les tables TCH Talendog, TCH mesure et TCH stat. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Mais dans la Talendog, je vais avoir une ligne. Dans la Talend mesure, je vais avoir deux lignes. Et dans la Talend stat, je vais avoir deux lignes aussi. Hop, mais qu'est-ce qu'il me montre? Ben, en fait, Talend, par défaut, il me génère trois lignes. Trois tables. Il me génère la première table. Dès que je lance le job, vous voyez là, moi, j'ai fait un T Java, Ouais. hop, jusqu'à maintenant, qui me permet de voir à quelle heure c'est lancé le job. Et bien lui, chaque fois qu'il va lancer un job, il va intégrer une ligne tout seul, comme un grand, dans la table qu'on appelle stat. Hop, donc là, voilà, un moment, le 3 avril 2024, enfin 4 mars, pardon, 2024, il s'est lancé, et je sais que j'ai start, j'ai end, et je sais Ouais. que la fin c'est succès, et que mon job a duré 11 secondes. Il était long, mais bon. Donc voilà, je sais qu'il a fini un succès et tout ça, il me l'a fait, mais alors c'est vraiment aucune idée de code. Il me l'a fait tout seul. Il me génère une deuxième table, ça va être les talent logs, donc on va voir comment ça va être là. Donc là, en fait, chaque fois que je vais lui mettre un composant T-warning, T-warning ou un T-die, là, vous voyez, là, je lui mets coucou. Je lui mets this is the warning code 42. Bon, j'aurais pu mettre des trucs plus sympas. Mais this is the warning code 42, T-war 1, avec mon nom de job et avec ma date. Donc, je sais à quel âge il est passé. Donc là, vous pouvez imaginer faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le nombre d'insertions réelles, le nombre de la durée du ping, si vous faites sur un serveur, le nombre de ping correct, le nombre voilà, ce que vous voulez, ce que vous pouvez vraiment ce que vous voulez, ça sera logué automatiquement si vous mettez un T-warn ou un T-die. Enfin, un T-die, ça sera marqué aussi, on va le voir. Et la troisième table, c'est encore plus intéressant que ce qu'on vient de voir, c'est qu'il va marquer le nombre de lignes qui sont passées dans un flux. Donc là, moi, je sais qu'à 11h47, dans ce job-là, regardez, j'ai dans la partie hop, que j'ai appelé out liste commune 130 et out API liste 35 000 lignes. Et ça correspond à quoi dans mon job?
là, j'ai grandi. Hop. Là, j'ai en fait un petit job avec un flux out API où il est passé 35 039 lignes. Et là, en fait, comme par hasard, j'ai mon budget out API de ce job-là, toujours. J'ai bien le nom du job. À cette heure-ci, je sais qu'il est passé 35 039 lignes et je sais qu'il est passé par ce flux-là. Mm. Hop, à 47-24, c'était 1 seconde, 130 lignes. Outlist combien. Et alors là, vous imaginez bien ce que vous arrivez à faire, c'est qu'en fait, vous arrivez à. Donc là, je vous arrivez à savoir le nombre de lignes qui sont passées par flux. Mais si vous avez plusieurs sous-jobs dans un job, vous êtes capable, en fait, par sous-job, si vous organisez vos T-Warn ou vos monitoring, vous êtes capable de savoir sur quelle partie du sous-job c'est là, en fait, parce que vous aurez, en fait, un job, chaque fois que vous aurez si là, on imagine dans un job, vous mettez plusieurs T-Warn, ça sera bien indiqué dans la partie, vous aurez chaque fois le temps, fin étape 1, fin étape 2, fin étape 3, vous aurez le temps. Vous pourrez comparer d'une journée sur l'autre, en fait, le nombre de lignes qui est passé. Donc là, on va dire qu'au bout d'un mois, j'aurai un mois d'historique, je pourrais dire que, ah, mince, alors, dans ce flux-là, de ce job-là, et en fait, avant, j'avais chaque jour 1 million de lignes, maintenant, j'en ai zéro. Donc, je peux te dire, un mois après, en fait, que désormais, j'ai le bug qui est apparu le 12 février dernier. Il y a le métier qui m'a pas averti. Ils me disent que mon tableau est pourri, mais en fait, il aurait pu me dire que le 22 février dernier, c'était passé quelque chose sur la base de sources, et ou au moins une autre personne aurait pu m'indiquer que je n'étais pas au courant. Bref, en mettant sans code, sans rien, en fait, juste en mettant un paramétrage. Alors moi, je l'ai mis au niveau du projet, mais il peut se mettre à un autre endroit, il peut se mettre là. C'est Juste en lui l'autre, disant, c'est l'autre, tu me le c'est l'autre studio. Ah oui, pardon, merci. Ça change rien. Oui, je suis un client, là, je ne montre pas grand-chose, mais on l'utilise chez un client sur lequel je travaille et il utilise lui aussi bien. Donc, hop, mobilité. Je reprends sur. Et juste, si tu peux montrer comment on active notamment les talent meters, Alors voilà, juste en activant ça, et bien ça fait tout. Alors, très bonne remarque sur ce sujet-là. Comment on active ça? Donc, les stats log, on n'a rien à faire, de, euh, c'est au niveau du job directement. Nous, en fait, on va coucher ce qu'on veut. Si on met stats, il va nous créer la table de stats. Si on met les logs, il va nous créer la table de logs. Donc, avec les T-Ward et les T-Die. Et puis, et voilà. Et après, les metters, c'est les flow metters, il faut aussi l'activer, mais il faut cliquer sur le volume, mais aussi il faut le mettre. Alors, comment il faut faire pour mettre? Vous voyez là, dans mes flux, j'ai marqué monitored, là, entre guillemets, monitored en français. Donc, voilà, là, comment on le met? Ben, en fait, je vais sur le flux, je vais sur composants, je fais paramètres avancés et je fais monitorer cette connexion. Alors, c'est moche un peu ce qu'il fait, c'est parce que quand vous cliquez sur monitorer, en fait, il vous le met là. Hop. Et au lieu de, il aurait dû le mettre en bas, je trouve, ça c'est un avis. Et en fait, il ajoute un élément, mais à vous. Et là, vous pouvez mettre un libellé par défaut, le libellé par défaut, ça sera le out.1, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce que vous voulez. On peut même mettre une notion de seuil que j'ai jamais eu besoin d'ajouter. Ça, c'est plus pour si vous loguez sur la console et tout ça. Mais là, en fait, parce que moi, je vous ai dit, on pouvait le faire on pouvait le mettre en stat, en base de données, mais on peut le mettre dans la console, on peut le mettre dans des fichiers. Donc, si vous le mettez dans la console, vous pouvez afficher des couleurs et tout. Mais nous, ça nous intéresse pas d'avoir. Enfin, j'ai jamais fait ça au niveau des logs parce que c'est toujours plus difficile de servir de monitorer l'activité quotidienne avec des logs d'exécution, quoi. Nous, on a besoin de KPI, on a besoin de savoir combien il y a de OK, combien il y a de KO, etc., etc. Et, cetera. Et voilà, c'est pas avec des couleurs dans des fichiers qu'on arrive à trouver ça, à mon avis. Mais peut-être que ça peut vous convenir. Ça, c'est à vous de voir. et, Et après, on peut mettre un nom, on peut utiliser un nom par défaut ou pas. Voilà. Donc, par défaut, là, voilà. Là, j'ai juste cliqué monitoring. Donc là, il me met le monitoring. Donc, si maintenant je exécute ce job, eh bien, je vais avoir une troisième ligne qui va apparaître. hmm.
Qui n'a Et aucun intérêt dans ce cas-là, vu qu'on ne change pas le nombre de lignes. Oui. et t'en parlais juste avant, mais selon toi, du coup, dans quel cas c'est préférable de ne pas utiliser ces fonctionnalités? Franchement, maintenant, il y a aucun bug. Il y a vraiment aucun. Ah oui, 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 oui. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Ça va être, je vais rentrer dans le détail. Mais en fait, on parle de flux. En fait, ce que montre Talent, c'est qu'il nous dit le nombre de flux dans les données. On est bien d'accord. Ok. Qui sont passés par là. Donc là, on a un flux de 36 000 lignes. Là, on a un flux de 35 000 lignes. Et là, on a un flux de 130 lignes, et etc., etc. Mais on n'a qu'une seule ligne. Donc, ça a intégré un flux. Et moi, ce que j'ai vu chez un client, en fait, c'est qu'on a un développeur, c'est vachement bien. Alors là, je suis juste faire actualiser pour vous montrer que là, j'ai bien ma ligne out. Voilà, elle est là. Avec MyLabel, parce que j'ai dit justement que j'ai forcé à mettre un indiquant MyLabel. Ouais. Mais par contre, voilà, alors si je le voulais, c'est parce que j'ai changé le paramètre, juste je vous le remets, parce que sinon, vous allez dire, mais pourquoi il y a MyLabel et pas out 1? Parce que j'ai décoché ça en fait. Par défaut, c'était bien couché. Donc là, il y aura bien out. Mais ce que je disais, excuse-moi, je reprends sur le sujet. On l'utilise tout le temps. Par contre, chez un client, je tombais sur un client qui disait aux développeurs, mettez-le tout le temps. Donc, il mettait le monitoring effectivement sur chaque flux. Ouais. Et il y a un flux particulier que certaines connaissent peut-être, mais c'est un peu plus compliqué. Donc là, je vais mettre par exemple le lookup. Je vais rajouter un lookup que je vais coller là, donc c'est complètement idiot. Je vais rajouter un lookup, voilà, là, qui se base sur mon fichier, et je vais mettre pas un lookup. Donc là, Par juste là, ligne. ça peut marcher, je peux le jouer là, mais je vais le faire, Par ligne, je plutôt. vais lui mettre que je vais faire, je vais pas charger une fois, je vais charger à chaque ligne. Ouais, voilà. Ouais. Ligne. Et là, en fait, donc à chaque fois qu'il y a une ligne qui va passer par là, donc là, je vais faire monitoring, hop, je vais l'activer, et là, chaque fois que je vais passer par là, donc là, mon job, il va planter parce qu'il a 130 000 lignes, je pense qu'il va avoir du mal. Enfin, non, il va pas planter, mais qu'il va être très long en tout cas, et que si on fait comme ça, voilà, enfin, bref, c'est pas possible, vous allez voir ce que ça va faire. Et en fait, à chaque fois qu'il va passer par là, par contre, on va le laisser faire parce qu'on va voir ce qu'il va faire. Et c'est intéressant. Donc là, hop, voilà. Allez, Coco, là. Donc pour la première ligne, il va me charger les 130 000 lignes. Vous voyez, c'est un peu long, c'est pas le bon exemple que j'ai pris parce qu'il y a 130 000 lignes, j'aurais pu le préparer. Je ne pensais pas que tu allais me poser ça comme question. Mais tu as raison de me mettre la pression. Ah ben non, même pas. Ouais, tu vois, j'ai même pas assez de RAM. Ah, mais Comment c'est je déjà un bon pourrais. exemple. Mais c'est déjà, Ouais, voilà. on voit l'idée, hein, carrément. On voit Ouais, l'idée. valider. Et en fait, en fait, ouais, mais c'est dommage qu'il me l'aide pas. Ce que je peux faire, c'est juste pour l'exemple. Mais je sais pas si j'aurai assez de Plutôt RAM. chiffré, réduire la Ouais, mais volumétrie, je sais pas si tu veux. filtrer, je peux essayer ça. Ouais. Comment je pourrais rajouter ouais, pour que ce soit rapide? Allez, tu me mets la pression, mais t'as raison. Je- Je sais même pas Ah ouais, si, parce je sais que, même ah pas oui, si. t'as 130 000 lignes, ouais, au niveau ouais, du Ouais, fichier. mais ouais, par Et là, tu peux pas en prendre 10 là, par exemple, tu peux pas prendre. Ah oui, si, tu as raison, je peux limiter. C'est une très bonne remarque. Là, je dois pouvoir limiter dans ce composant. Est-ce que je peux limiter directement dans le composant? Non. Alors, ici, je pense Je pas. peux Et pas dans le limiter. T-filter, peut-être, non? Alors, dans le filter, je vais lui mettre, ouais, je vais mettre le nom de là où je suis né. Est-ce que ça va marcher? Ceux qui cherchent, peut-être, on va voir si ça va. Mais je sais pas comment il va faire. On va voir. Parce que je pense qu'il va me le charger quand même dans la RAM. Mais Ah, il va te après, je peux charger le augmenter fichier dans le. la RAM et qu'ensuite il va filtrer. Ouais, ben après, on va voir, c'est intéressant. Je suis rare qu'on fasse ça, en fait. Donc, ce cas d'usage est assez limité. Ce que je peux faire, c'est surtout déjà augmenter. Ça, je suis sûr de pouvoir y arriver. Il faut juste dès que ça soit arrêté, c'est dommage. Allez, Coco. Ouais, si, voilà. Ah, c'est passé. Voilà. Donc là, ça passe. Effectivement, donc c'est cool. Il me le charge bien en RAM après. Donc c'est nickel. Voilà. Donc là, c'est une ligne. Vous voyez. Hop. Voilà. Donc là, ça sert à rien. Non, c'est pas possible. Non, Et mais c'est je qu'au sais ce qu'il m'a final, fait. si je comprends bien, c'est que Ah, voilà.
l'explication, c'est de dire que en monitorant, c'est qu'il va t'ajouter une ligne pour chaque ligne chargée, quoi. Voilà, donc en fait là, si j'ai, alors là ça a marché, mais parce qu'en fait, il va me charger, il va pas me mettre, euh, il va pas me mettre une full ligne à 130 000 lignes, mais il Ouais, il va va me te faire mettre, 130 000 vu lignes. que Ouais. j'ai 130 000 lignes là, il va mettre 130 000 fois C'est une ça. ligne. Et là, quand vous avez des flux à plusieurs millions de lignes, il va vouloir insérer 1 million de lignes Hmm. dans le job. Et le problème, c'est que là, c'est la base qui délogue, qui risque d'avoir du mal à répondre et ça risque de faire ramer le job. Après, il faut savoir que Talent fait les choses vachement bien. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour la lecture, mais vous voyez, si je reviens là-dessus, euh, en fait, ces jobs-là ne font aucune mise à jour. Ils ne font que, hop, Que de générer, l'insert. voilà, Ouais. j'ai mis, ils ne font que de l'insert. Donc, vous allez avoir un begin et un end. Alors, c'est plus galère parce que pour faire vos stats, il vous faudra lier les deux. Voilà, c'est pas compliqué à faire. Vous liez le PID, le nom du job et c'est bon. Mais l'avantage, c'est qu'il ne fait jamais d'update. Donc, il n'y a jamais de blocage de base. Il n'y a jamais de, il y a pas de problème. Il y a jamais de problème. Ça marche très vite. On fait juste un insert. On peut faire des index sur la table, ça ne posera aucun problème. Et après, de toute façon, depuis la version 5 ou 6, il faut savoir que les stats, en cas de plantage de stats, ça ne fera pas planter votre job. C'est-à-dire que vous supprimez la base vous supprimez la table vous supprimez la connexion au stat log ne fonctionne pas, ça va vous mettre du gros rouge moche dans vos logs, mais le job continuera. Donc vous n'aurez plus pas les logs, mais le comportement du job ne sera pas modifié. Vous aurez juste une ligne qui sera moche. Voilà. Donc là, est-ce qu'il va y arriver ou pas? Non, il ne veut pas y arriver. Celui-là, ça ne change pas sur le verre. Donc, de toute manière, donc, je vais juste passer à 2050, 2056. Hop, j'aimerais bien, mais vous êtes. Donc, de toute manière, pour moi, maintenant, il n'y a aucune raison en début de projet, quand vous mettez vos noms de talent, de ne pas utiliser ce système de stat and log. Ouais. Vraiment. Je vous invite vraiment à l'étudier, à aller voir un petit peu plus loin, mais je trouve que des avantages. Après, vous pouvez imaginer un petit Power BI. Je pourrais montrer un dashboard fait avec un ancien partenaire, avec tel tool que tu connais aussi, toi. Certains ont peut-être entendu parler, où on peut faire un petit peu voir, il y a des statistiques, j'essaye. Je ne vous garantis pas, je ne sais pas trop, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur le site. Je ne sais pas si ça tourne encore, si on prend l'année dernière par exemple, à la même date, savoir toutes les exécutions. Mais voilà, ça c'est un exemple de dashboard entre guillemets un peu technique, mais on peut imaginer plein d'autres choses. Tout comme Power BI School, un reporting de base pour avoir tous les jobs qui ont été KO hier soir, et tout ça en dashboard, et tout ça en base de données. En quelques secondes, on est capable de retrouver en base de données ce qui a planté, la durée, donc pour voir les jobs qui sont de plus en plus longs, etc., etc. Tout ça, si vous avez ça en base de données, ce sera très simple. Et encore une fois, ça sera fait en un seul clic, quoi. Mhm. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai pu arriver à faire mon effet démo avec 2 gigas de RAM? L'autre Euh, workspace. non, ça c'est encore l'autre. Là, c'est pas le bon projet. Voilà. Et là, j'y arrive, vous voyez. Et là, donc là, Yes. c'est en train de charger. Et là, si je vais voir une table, vous allez voir ce qu'il va me faire. Et là, vous pouvez comprendre que ça va être que c'est pas ce qu'on cherche en fait. Si j'actualise, ben, j'aurai Ouais, un une truc nouvelle ligne qui va ouais. se mettre. Voilà, avec 35 000 lignes et avec la belle row 1. Et là, vous comprenez bien que ça vous fait ramer le job, quoi, au bout d'un moment. Parce que c'est pas le job lui-même qui rame, c'est juste la base qui a du mal à répondre. Et donc voilà, il m'a monité bien ça. Même si ça marche bien. Voilà. Ok. Donc après, comme vous voilà, je pense que j'ai fini. Mm. Sur ce petit cadre de démo, je te laisse la main. Yes. Bah, merci beaucoup. En plus, là, hyper ludique. On a vraiment vu dans le concret comment l'activer, quel est l'intérêt et autres. Donc, top. Ouais, n'hésitez pas. Et ouais, juste dernière question, du coup. Attends, arrêter le partage. Si tu peux arrêter le partage. Ouais, pardon. Yes, merci. Ouais, juste la dernière C'est question. Donc, si une personne veut te contacter, du coup, aussi bien un dev qu'un client, comment on peut te trouver? Écoutez, après, il peut me chercher sur LinkedIn. Après, voilà, je suis Daniel Pitulo, Société BNBI, c'est le plus simple. Après, je pense que s'ils te contacteront à toi d'abord,
tu verras. Après, on travaille souvent ensemble, donc après, avoir un même qui pourra vous aider. Donc après, voilà. Après, Ok, voilà, je suis disponible. Moi, je passe pas. Historiquement, je passe par pas mal de sociétés de SN, en fait, de sociétés de services bordelaises, ok, qui ont la chance d'avoir des réseaux plus grands que le mien au niveau des clients ouais, finaux. Mais, voilà, quoi. ok, ok, top, top. Bah, merci beaucoup, Daniel, Donc, à pour ce toi. partage. Merci, Xavier, pour m'avoir sollicité sur ce point-là. Ouais, avec grand Et plaisir. de toute façon, nous, on se dit à très bientôt et peut-être à très bientôt pour tes auditeurs. Yes, ça marche.